Bienvenue dans Grand Document, votre rendez-vous 100% documentaire d'RMC Story. Aujourd'hui, nous vous proposons de vivre ou revivre un événement qui a marqué notre histoire récemment. Immersion, témoignage, décryptage, afin de mieux comprendre le monde qui nous entoure. Voici tout de suite un nouveau documentaire au cœur du réel dans Grand Document. Les ERIS sont les équipes régionales d'intervention et de sécurité. Inconnue du grand public, cette unité d'élite du ministère de la Justice est pourtant incontournable en cas de crise dans les prisons. Mutinerie, prise d'otages, fouilles préventives et transfèrement de prisonniers constituent le quotidien des ERIS depuis près de 20 ans. Pour tous, attention, l'avion se met en place. On essaye d'anticiper toutes les situations. Donc à partir de là, non, on n'a pas peur. Mais qui sont ces 350 hommes et femmes qui chaque jour mettent leur vie en danger pour protéger celle du personnel pénitentiaire et des détenus? Les ERIS, à maintes reprises, ont empêché que des établissements pénitentiaires ne s'écroulent de l'intérieur. Comment sont-ils recrutés? Comment sont-ils formés et entraînés? Quelles sont leurs méthodes d'intervention? À quels risques sont-ils exposés? C'est très difficile pour quelqu'un qui ne connaît pas une prison d'intervenir. On y va la trouille au ventre. Pour la première fois, les ERIS nous ouvrent leurs portes. À Lille, à Paris et à Toulouse, nous avons passé plus de 6 mois en compagnie de cette unité d'intervention. Grâce à des images inédites et exceptionnelles, vous découvrirez le travail des ERIS à l'intérieur des prisons, mais aussi à l'extérieur. Nous les avons suivis lors des transfèrements de terroristes, de chefs mafieux et dans leurs entraînements quotidiens. Pour garantir leur sécurité, vous ne verrez pas le visage de ces agents qui travaillent au contact de détenus dangereux. Plongée au cœur des équipes régionales d'intervention et de sécurité, l'unité d'élite du ministère de la Justice. Certains détenus présentent un danger pour la société. C'est le cas des membres de la mafia. Ils constituent une réelle menace, notamment lors des transfèrements internationaux. L'ERIS de Paris vient souvent en soutien du service national des transferts, qui est une unité qui va chercher des personnes sous mandat d'arrêt international, c'est un exemple, dans différents pays du monde. La ramener donc par avion sur Roissy et ensuite nous venons la récupérer avec une escorte renforcée au pied de l'avion. Une opération toujours risquée, comme lors de ce transfèrement sous haute tension. Les ERIS récupèrent un parrain de la mafia géorgienne pour l'extrader vers la France. Fabrice est en charge de la réception du détenu et brief son équipe. Cet après-midi, il est expatrié en France pour comparution devant la cour d'assises pour des faits de nature criminelle. Homicide volontaire en bande organisée, sur fond de rivalité entre les différents clans de la mafia géorgienne. Donc il nous faut être vigilants aux tentatives d'évasion, surtout, peut-être pas de sa part, mais des appuis extérieurs, ou alors une élimination, étant donné que cette mafia est très présente en Europe. Petite info de dernière minute. La personne détenue, il marche avec une béquille. Donc le chef d'escorte de l'ENT a pris la décision de ne pas le menotter durant le trajet en avion. Dès qu'il sera installé dans le véhicule, on le menotte pour sécuriser notre trajet vers le TGI. Petit rappel du cadre légal, sur la voie publique bien sûr pour l'usage des armes ou de la force, article 122.5, légitime défense. Clair ? L'unité doit envisager tous les cas de figure, y compris le plus grave, une attaque du convoi. Les hommes sont concentrés et les fusils d'assaut chargés. Départ en Roissy, Charles de Gaulle. Bien ici, nous partons. Golfe 2 à l'ensemble du convoi. Aucun changement par rapport à ce qui a été annoncé au niveau du briefing. Reçu pour tout le monde.
Toute l'équipe, renforcée par la présence des policiers en charge de la sécurité de l'aéroport, prend place sur le tarmac. La position de chacun des hommes est stratégique. La tension est palpable. Pour tous, attention, l'avion se met en place. Attention, l'avion se met en place. Dans ce vol commercial, en provenance d'Athènes, 3 agents Eris en civil encadrent le prévenu. L'homme a été pris en charge le matin même. Alors c'est assez délicat parce qu'on se retrouve quand même très exposé. Pendant tout le vol, il peut y avoir une complicité à l'intérieur même de l'avion qui peut se manifester à l'arrivée à l'aéroport. Donc on s'assure de mobiliser un maximum de force pour éviter un débordement lors de la descente de l'avion. Ignorant tout de la situation, les passagers débarquent par l'avant de l'appareil. Une fois l'aéronef vide, le caïd géorgien descend par la passerelle arrière sous bonne escorte. Les hommes en noir ne s'attardent pas, ils prennent rapidement la route. La plus grosse des difficultés sur ce genre de mission, c'est d'être complètement immobilisé dans la circulation et de devoir poser pied à terre pour sécuriser le véhicule escorté. Donc là, c'est pour nous ce qui est le plus dangereux, c'est de ne plus bouger, ne plus pouvoir bouger. Le convoi atteint le tribunal judiciaire de Bobigny. Après 5 heures de tension, la mission de Fabrice et de ses hommes s'achève. Le mafieux sera jugé dans quelques semaines pour des faits d'assassinat commis sur le sol français. De l'adrénaline, il y en a à chaque fois. Je n'irai pas jusqu'à employer le terme de peur, des craintes, puisqu'on se demande toujours si ça va bien se passer, mais pas de la peur. On suit un entraînement pour cela, on essaye d'anticiper toutes les situations. Donc à partir de là, non, on n'a pas peur. Mais on est très concentré sur l'objectif à atteindre et pouvoir réaliser notre mission dans les meilleures conditions. Si les Eris interviennent souvent sur ce type d'opération, leur cœur de métier reste le maintien de l'ordre dans les prisons. Elles sont régulièrement sollicitées par les directeurs d'établissements pénitentiaires. En mars 2019, Bruno Clément Petreman était directeur de la prison de Fresnes. Il se souvient d'un incident majeur. Je suis informé vers 16h du fait que environ 80 détenus de l'établissement sur 2 cours différentes refusent de réintégrer, avec des motifs divers et variés, mais liés aux conditions de détention qui sont, comme chacun sait, à Fresnes, difficiles, surpopulation, établissement vétuste, etc. Très rapidement, on prend la décision de faire venir les Eris, parce qu'on voit bien qu'on n'obtiendra pas, nous, même par la discussion, le fait que le mouvement s'arrête et qu'il faudra de toute façon aller chercher les détenus. Ce jour-là, les Eris s'engouffrent dans les cours exigus de la prison. Leur présence suffit à calmer la colère des détenus. Un à un, les fauteurs de troubles sont réintégrés en cellule. Mais les interventions de maintien de l'ordre ne se déroulent pas toujours aussi bien. Depuis plusieurs décennies, les pouvoirs publics tentent de désamorcer la problématique des violences dans les prisons. La France compte 188 établissements pénitentiaires. Prévus pour recevoir 61 000 détenus, ils en accueillent près de 70 000. Cette surpopulation engendre des tensions permanentes. En première ligne, les surveillants de la pénitentiaire, 28 000 hommes et femmes. L'année dernière, ils ont subi 4 500 agressions physiques. Il serait complètement naïf de considérer que parce qu'on est incarcéré, pouf, la violence s'arrête. Quelque part en Île-de-France, sur un site d'entraînement tenu secret, des agents Eris se préparent. Donc la situation générale, suite à un transfert d'un détenu sensible, médiatique, il y a eu des manifestations, on a 15 détenus qui sont sur la cour de promenade, en refus de réintégrer. Le climat est très tendu. Je veux une entrée dynamique. Vous mettez dans le bain tout de suite, sinon on va ramasser. C'est bon les gars? Les équipiers progressent en colonne d'assaut,
avec l'appui d'une équipe de la gendarmerie. Face à eux, une quinzaine de faux détenus. Mais les mises en garde ne suffisent pas. Reste à distance! Reste à distance! En ce qui concerne les personnes détenues, on prend toujours le soin d'appliquer les gestes professionnels et en proportionnalité de la menace. Un premier détenu est maîtrisé et exfiltré. Un autre tente de s'échapper. L'enjeu majeur est de ne pas blesser les individus. La technique doit être précise et efficace. Sur certains points, on était un petit peu à l'extrême pour vraiment chercher une maîtrise sans armes. Vraiment, il faut vraiment faire preuve de technicité pour repousser et contenir l'adversaire. Dans certains cas, les hérisses doivent s'imposer de manière plus musclée. Allez, on est parti, go! Allez, vite chercher! Le succès d'une intervention réside bien souvent dans leur capacité à retrouver les éléments perturbateurs le plus rapidement possible. Il y a 20 ans, ce type d'opération n'était pas envisageable, car les hérisses n'existaient pas. À l'époque, le nombre de détenus explose dans les prisons françaises. Les conditions de détention se dégradent. Partout, les incidents se multiplient. Mutinerie, agressions, prise d'otages, un climat délétère règne dans les prisons. Face à cette agitation, l'administration pénitentiaire se sent dépassée. Il s'avérait qu'à l'époque, les forces de l'ordre venaient en soutien lorsqu'il y avait une crise majeure dans un établissement, mais les procédures de réquisition étaient longues, lourdes parfois, et le temps d'intervention était relativement important. La réponse apportée par les CRS et les gendarmes n'était pas la plus adaptée à l'univers carcéral. C'est très difficile pour quelqu'un qui ne connaît pas une prison d'intervenir en période de crise avec parfois, encore une fois, pas d'électricité, un début d'incendie. Donc on y va la trouille au ventre, hein, c'est évident. Et donc il peut y avoir une surréaction légitime de la part des forces de l'ordre. En février 2003, un incident provoque une prise de conscience. Une cinquantaine de détenus saccagent la prison de Clairvaux. Les CRS mettent plusieurs heures à intervenir. Et donc je me suis dit, plus jamais une situation pareille. Il fallait un moyen nouveau pour que l'administration pénitentiaire puisse par elle-même gérer les périodes de tension. Dominique Perben, ministre de la Justice à l'époque, décide d'agir. Il dote son ministère d'un groupe capable d'opérer rapidement sur l'ensemble du territoire. Les équipes régionales d'intervention et de sécurité sont nées. Elles sont composées de près de 350 professionnels répartis sur 9 régions. Leur mission, gérer les mutineries, les refus de réintégrer les cellules, mais aussi les transfèrements de détenus dangereux. Le commandant Patrice est l'un des premiers membres des hérisses. On ne savait pas trop où nous mettre, on ne savait pas trop quel placard acheter, on ne savait pas trop l'administratif, comment on allait gérer, on savait les véhicules qu'on allait avoir, c'est quand même pas mal pour se déplacer. On connaissait notre matériel, qui était déjà un matériel lié à tout ce qui est maintien de l'ordre et lié à tout ce qui est protection balistique. Mais c'est vrai qu'il y avait tout à créer, il y avait à créer le fonctionnement par section. Donc voilà, on a récupéré ça au RAID ou au GIGN, de toute façon, hein. On n'a rien inventé. Ça a été une drôle d'aventure. Ouais, ça a été une drôle d'aventure. Derrière les murs des prisons, l'absence de perspective, la promiscuité et l'éloignement familial peuvent conduire les détenus à des agissements imprévisibles. Les interventions les plus délicates qu'on a eu à traiter ou qu'on aurait traitées seraient celles qui mettent en jeu la vie d'une personne, qu'elle soit d'ailleurs détenue ou pas.
Régulièrement, pour s'entraîner, les hérisses mettent en place des jeux de rôle. Exercice du jour, la gestion d'une prise d'otage d'une surveillante par un détenu. Là, je vois mes enfants. Je t'ai dit, appelle quelqu'un, je m'en fous. Reste dedans. Moi, j'ai plus rien à perdre. Je m'en fous. Je veux un transfert, je veux partir d'ici. Alertés, les autorités mettent rapidement en place un plan d'action. Et il est plutôt accessible On n'a pas des signes de quelqu'un qui a pris des produits, on n'a pas des signes de quelqu'un dans une démarche plus agressive. L'équipe de négociation est au travail. Allô? Bonjour Rossine. C'est qui là? C'est Steve, le négociateur des Eris. Je m'en fous, moi je veux pas te parler à toi, t'es qui toi? Je prends contact avec vous afin de trouver une solution. Bah je m'en fous, je veux pas discuter, moi je veux mon transfert, c'est tout. Pourquoi souhaitez-vous être transféré? Faut que je me rapproche, ma femme elle va me quitter, sinon faut que je me rapproche. Alors un négociateur, c'est quelqu'un qui a une bonne notion d'écoute, qui est capable de prendre le temps, c'est quelqu'un de calme. Les négociateurs travaillent toujours en binôme. Le premier peut ainsi se concentrer sur son dialogue avec le détenu. Le second lui transmet les informations. Je veux des cigarettes, j'ai envie de fumer là, j'ai pas fumé depuis 3 jours, je veux fumer. Je veux bien faire un pas vers vous, mais j'ai aussi besoin que vous en fassiez un vers moi. En échange, est-ce qu'il serait possible d'entendre Sandrine? Sandrine? Oui. On fait le nécessaire pour arranger la situation et trouver la solution. D'accord. C'est quelqu'un qui va chercher justement à faire le lien, à reprendre le dialogue qui souvent a été rompu. C'est quelqu'un qui va remonter les informations en temps réel et qui va chercher justement à pouvoir aider le détenu et obtenir de lui une demande réalisable. Je te propose une reddition. Ma sécurité sera assurée par l'équipe d'intervention, d'accord? Ne prends pas peur, c'est le protocole. Tant qu'ils me tirent pas dessus, ils me font pas de mal, c'est bon. Il n'y a aucun souci. La colonne d'assaut se met en mouvement. Le moment est décisif. Aussi, c'est moi Steve. Tu vas me jeter ton arme dans notre direction. Tu te tournes, tu mets les mains sur la tête et tu recules dans notre direction. La négociation, elle n'existe pas seulement pour les prises d'otages. On l'utilise énormément aujourd'hui également pour des détenus retranchés. On intervient surtout sur des points hauts, donc les détenus qui vont se retrancher sur le toit d'un préau ou sur le toit d'une prison. Attends. Écoute. Écoute, attends, calme-toi. On est ici pour trouver une solution à ton problème. Non, c'est pas parce qu'ils ont peur que tu fasses une bêtise. Alors là, c'est clairement pour deux types de choses. On pourrait tomber éventuellement sur des cas suicidaires, mais c'est surtout une certaine protestation. On parle de négociation, mais c'est pas une réelle négociation parce que souvent c'est pour protester d'un certain mécontentement. Si tu jettes ta lame, tu descends tranquillement à l'échelle, on te récupère tranquillement et là tu vois le directeur. Sinon, on monte. Quand une négociation n'aboutit pas, et je ne parle pas d'échec parce que je pense que la négociation c'est juste un outil supplémentaire et autant s'en servir. Quand elle n'aboutit pas, ça donne toute la valeur et tout un bon sens à une intervention qui sera physique. En dépit de la médiation, l'instabilité psychologique du détenu n'a pas laissé d'autre choix aux Eris que d'intervenir. Avant d'accéder à un tel niveau de maîtrise, les candidats qui souhaitent faire partie des Eris doivent passer de nombreux tests. Épreuves physiques, évaluation psychologique et entretien. Comme chaque année, ils sont près de 200 à se présenter aux sélections pour intégrer la formation Eris. Bonjour à tous, vous avez eu des numéros d'attribués de 1 à 10. Les 10 premiers, vous irez par là, vous échauffez, vous avez 3 minutes. Tous sont issus de l'administration pénitentiaire. Parmi eux, 2 candidates. C'est bon ? 3, 2, 1, taille! Le commandant Patrick
chef de l'unité Eris de Paris, observe les 2 jeunes femmes. Sportive, hein. Alors, elle a un super rythme. Ah, elle met bien en avant. Une bonne foulée. Ah, il radisse. Ce sont que des tests physiques, mais déjà on a une petite approche de leur potentiel et peut-être aussi de leur état d'esprit. Moi je suis assez satisfait d'avoir vu des candidates déjà, c'est relativement rare et apparemment des sportives. Test suivant, la descente en rappel. 25 mètres de hauteur, soit l'équivalent de 6 étages. Alors il peut arriver d'aller chercher des détenus sur des points hauts, parfois perchés sur des poteaux ou sur des préaux ou sur des structures. Alors il a plusieurs vertus cet exercice qui permet déjà de vérifier que les candidats n'aient pas le vertige. Mais aussi la confiance qu'on met dans les équipes, dans les hommes, les moniteurs, les encadrants et le matériel. À ma gauche, à ma gauche, elle va venir en renfort, par en dessous. Et voilà, comme ça. Tu lâches, tu tombes. Donne-toi un peu de mou pour pouvoir tendre tes jambes. Écarte un peu les pieds. Voilà. Pas trop vite les pieds, pas trop vite. L'épreuve se poursuit. Le commandant fait connaissance avec les 2 femmes. Le fait qu'il y ait déjà une femme au lieutenant dans les officiers, ça aide quand même les agents à passer le temps. J'espère qu'on a... Ouais, puis je pense qu'aussi il y a peut-être derrière des idées reçues, comme tu dis, hein, c'est possible. Hein. La lieutenant Roxane se souvient parfaitement de ces épreuves de recrutement. C'est la seule femme membre des Eris. C'est sûr que quand il y a une femme qui se présente aux épreuves, ça attire les regards. Donc j'entends les paris qui sont lancés par les candidats. Non, mais elle ne tiendra pas. Au bout de 5 minutes, je parie qu'elle ne tiendra pas. Et finalement, plus le temps avançait, ces mêmes personnes se sont mis à m'encourager. Et ça fait partie, je pense, du changement de mentalité. La journée se termine avec une épreuve redoutée. La buse. Donc la buse, c'est simple, 5 mètres à traverser, 40 cm de diamètre. Vous avez 5 minutes pour sortir de l'autre côté, vous mettez moins d'1 minute, 4 minutes 50, ça vous validera quand même, ça fera 10 points. La hantise de tous ceux qui craignent les milieux confinés. Une épreuve éliminatoire pour détecter la claustrophobie des candidats. Chacun leur tour, les pieds attachés à une corde par mesure de sécurité, ils s'élancent dans ce tube de seulement 40 cm de diamètre. Allô ? Ça va dedans ? Ouais. Le fait d'occulter de part et d'autre les bus et de plonger le candidat dans le noir pour optimiser cette notion de claustrophobie. Après quelques minutes d'effort, les candidats gagnent le droit de poursuivre les tests. Déjà là. Le sourire. Seuls 15% d'entre eux accéderont à la formation des Eris. Dans les prisons, les trafics génèrent des problèmes importants. Pour démanteler les réseaux, l'administration pénitentiaire organise fréquemment des fouilles, épaulée par les Eris et par l'unité cynotechnique. Le major Raymond a dirigé l'unité de Paris. Pour lui, un bon chien doit posséder plusieurs qualités. Un chien qui n'est pas joueur, chez nous, ne fera pas l'affaire. La deuxième qualité, je dirais que c'est l'entêtement. Il faut qu'on ait des chiens qui ont envie de retrouver leur jouet, puisque tout le principe de l'apprentissage du chien est basé sur le jeu. Le chien cherche la matière parce qu'il sait qu'il va être récompensé par le jeu. La matière en question désigne les produits illicites. Les chiens sont donc dressés pour les retrouver en milieu carcéral. Afin de lutter contre les évasions de détenus à l'explosif, l'administration pénitentiaire décide de créer en 2006 les unités cynotechniques. Des chiens qui ont pour objectif d'identifier des matières explosives, mais aussi des armes et des munitions, des stupéfiants et des billets de banque. Pour mieux comprendre l'entraînement de ces chiens, le major Raymond nous autorise à pénétrer dans un laboratoire très discret où les matières sensibles sont stockées par catégorie.
Donc cette pièce est le lieu où on prépare les matières. Elle existe donc en 3 exemplaires, puisque chaque spécialité a sa pièce, les explosifs, les matières explosives, les armes et munitions et les stupéfiants. Pièce totalement prohibée, non seulement aux chiens, mais à toute forme d'odeur parasite. Surtout pas, on n'entre pas ici avec le pain au chocolat ou la chocolatine, si vous voulez, ni le café. Il est important qu'on prenne de grandes précautions dans la manipulation pour la santé, mais aussi pour ne pas polluer les produits. Un chien trouverait plus facilement notre propre odeur que l'odeur du produit lui-même, donc il est hors de question de le prendre avec les mains directement. On utilise des pinces, des bocaux et l'asepsie à son maximum. Autre problématique, la gestion du stress de l'animal, qui peut altérer son efficacité. L'unité cynotechnique travaille donc à placer les chiens dans des conditions extrêmes. Ce matin, une évacuation par tyrolienne est organisée. L'exercice stimule Enzo, un jeune malinois de 3 ans, et renforce son lien avec la conductrice. C'est bien. À peine déposé sur le sol, Enzo est missionné pour contrôler une pièce. Bravo Loulou, c'est très bien. En quelques secondes, le chien trouve un objet illicite. Un chargeur de munitions. Pour l'animal, la recherche est un amusement. Le jeu est sa récompense. Autre chien, autre conducteur. C'est au tour d'Horace de s'entraîner. Le chien ne connaît pas les lieux. Dans la pièce, sont disposés des parpaings. Au signal, le chien se met à renifler. Il passe de bloc en bloc et marque l'un d'entre eux. Voilà, c'est bien ça, Loulou, ça, c'est bien ça. Voilà mon gamin, ça. Très vite, l'animal identifie l'explosif. On accroît aussi notre vigilance et on fait beaucoup de missions de prévention. On n'attend pas non plus de savoir qu'il y a une matière à tel endroit de manière cyclique et aléatoire. Nos directions interrégionales et notre administration centrale nous demandent d'effectuer des fouilles sectorielles où on va cibler un quartier et on va faire de la prévention. On va passer avec nos chiens et de cette façon-là, on rassure tout le monde, on se rassure et on s'assure qu'il n'y a pas de matière cachée. Les compétences des équipes cynotechniques sont régulièrement sollicitées par les directions des établissements pénitentiaires. Donc ce soir, à l'ordre du jour, fouille sectorielle à Paris-La Santé. Armes de poing que garderont uniquement les gradés et moi-même. Donc début de l'opération est prévu à 19h15, 19h30. À l'issue de notre prise en charge et les fouilles des personnes détenues, passage de cyno aux chiens stup. Pour chaque détenu, vous aurez un surveillant qui vous accompagnera sur la zone d'attente et de fouille. Départ dès que tout le monde est prêt. Astreinte 1 devant, astreinte 2 à l'arrière. Je fermerai. Direction, la prison de la Santé à Paris. Pour garantir l'effet de surprise, les hérisses coupent les sirènes à l'approche de l'établissement. Les hommes s'équipent lourdement dans une aile inoccupée. Ils ne sont jamais à l'abri d'un refus violent de sortie de cellule. La santé, c'est quand même un établissement sensible, avec un public sensible, pas seulement médiatique, mais aussi des gens du grand banditisme, des gens qui appartiennent au terrorisme islamiste. Donc on a aussi des gros sujets en termes de sécurité, et donc il est bon que régulièrement on fasse ce type d'opération avec la brigade cynotechnique de Paris et les hérisses de Paris.
quand on organise une fouille sectorielle, on va faire appel aux ERIS pour sécuriser le dispositif, parce que c'est évident, quand vous faites sortir un détenu de sa cellule, s'il voit qu'il y a des ERIS derrière nous, il va sortir de manière beaucoup plus simple que si on est sans les ERIS. Et à côté de ça, on a un plan de fouille dans lequel les chiens vont intervenir pour fouiller, encore une fois, uniquement les locaux, donc les cellules, les salles d'activité, les cours de promenade, les circulations, tous les endroits dans lesquels éventuellement on peut cacher de l'explosif, de l'arme ou de la drogue. C'est la première fouille depuis l'ouverture. Proportionnalité dans la prise en charge. Vous rendez compte immédiatement si vous rencontrez un souci. Pas de questions ? Concentrés, les agents s'infiltrent en silence dans les coursives de la prison. La lieutenant Roxane vérifie une dernière fois son plan d'action. Les équipes prennent position devant les 5 cellules ciblées. Trois, 2, 1, top action. Les portes des cellules sont ouvertes de manière simultanée pour éviter qu'un détenu ne donne l'alerte. Les individus sont exfiltrés vers des salles à l'écart pour une fouille au corps. Place à l'unité cynotechnique. Fidèle, un berger malinois dressé pour la recherche de produits stupéfiants, attend le top départ de son maître. Il renifle chaque recoin et inspecte les 10 mètres carrés de la cellule. Quelques instants plus tard, l'animal s'excite. La cynotechnique est passée, ils ont trouvé du cannabis, des petites boulettes de cannabis apparentes sur la table, donc 2 cellules sur 5. Et dans une cellule, ils ont trouvé une barrette de shit assez importante, disposée, cousue dans un caleçon. Une fois la fouille effectuée, l'officier de sécurité de la prison indique aux détenus la découverte de produits illicites. Pour ce manquement au règlement, les prisonniers risquent un placement en quartier disciplinaire. On a retrouvé dans votre cellule 26 de la résine de cannabis. Ça fait l'objet d'un compte rendu d'incident. Donc ce qu'on a trouvé essentiellement, c'est de la drogue. Derrière, ça génère toute une économie, un racket, de la violence. Donc on doit y veiller. C'est une manière de dire aux détenus, voilà, vous risquez à tout moment d'être l'objet de fouilles. Donc après, c'est à vos risques et périls. Oui, chaque fois qu'on trouve quelque chose, on est satisfait. Cette première fouille à la santé depuis sa réouverture est une réussite pour tous. À l'autre bout de la France, dans le sud-ouest, nous retrouvons les nouveaux stagiaires. Durant 12 semaines, ils sont en formation à l'École nationale de l'administration pénitentiaire. Il y a quelques mois, ils étaient 200 à se présenter au test de sélection. Cette semaine, la vingtaine de stagiaires est mise à rude épreuve. Alignez-vous, les gars! À la fin de la session, certains abandonneront ou seront jugés inaptes par l'encadrement. Si on revient, tu m'envoies des binômes là, ils se tournent et ils sortent. Ils se mettent en sécurisation à la porte. Ils appliquent sur le terrain aujourd'hui ce qu'ils ont vu hier à l'école, de techniques en fait, d'entrée sur cours, de sortie, d'apprendre comment on fait du maintien de l'ordre. Eric, êtes-vous prêts? Reculez! Reculez à gauche! Reculez à gauche! Reculez! Alignez-vous là! Alignez-vous!
Ils ont beaucoup de choses à emmagasiner en peu de temps en fait. Que ce soit les ordres, que ce soit les tactiques pour les officiers et les gradés. Donc il faut remettre tout ça en musique et on essaie de les faire monter en compétences progressivement, de ne pas griller les étapes. On démarre déjà rien que par les 2 semaines de gestion du stress, qui sont des épreuves individuelles où on va être testé physiquement et mentalement. Et des fois, on s'y attend pas trop, ou on n'a pas été, on n'est pas préparé pour ça. Allez, 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 allez. Parmi ces stagiaires, une seule femme. Tout le monde est assez intelligent pour travailler tous ensemble. Le seul truc, c'est qu'en étant un personnel féminin, c'est sûr qu'il faut toujours montrer plus de détermination et plus de volonté que les autres parce qu'on est une fille, parce que peut-être on a un peu moins de force. Alors peut-être que si on a plus de volonté, du coup, voilà, faut équilibrer. Mais voilà, ça se passe bien. Elle n'a pas du tout subi la formation, elle est active, elle est à sa place comme les autres. Elle apprend comme les autres, elle a les mêmes difficultés que les autres. Et je trouve que ça fait partie de l'évolution, c'est logique que ce métier soit ouvert aussi aux femmes. Les exercices s'enchaînent, les techniques sont encore approximatives. Dehors, allez, dehors, c'est bon. Gradé officier à moi, s'il vous plaît. Ok. On va faire exactement la même manip, ok. Et par contre, il n'y aura pas de surprise. Vous savez qu'à la fin, il y aura 2 interpellations. On ne quitte pas un exercice sur un échec, ok. L'instruction reprend. Une simulation d'affrontement. Un exercice plus vrai que nature. La formation se poursuivra encore 4 semaines. 22 candidats seront retenus et affectés à une unité régionale. Et si le commandant Patrice tient particulièrement à ce que les stagiaires soient performants sur le maintien de l'ordre, c'est qu'il y a une bonne raison. Il y a quelques années, avec son adjoint de l'époque, le commandant Patrick, ils ont affronté la plus importante mutinerie connue à ce jour par les Héris. 4 février 2011, à la prison d'Ony, dans le Val d'Oise. Les surveillants de la prison ont un mauvais pressentiment. Il se trame quelque chose, des rumeurs circulent. L'information remonte au groupe Héris de Paris. On a des informations le matin qui disent qu'il va y avoir sans doute un refus de réintégrer sur la maison d'arrêt d'Ony le soir. Donc en fin de matinée ou début d'après-midi, je demande à mon adjoint de se rendre sur place. Au cours de l'après-midi, vers 16h, plusieurs dizaines de détenus refusent de réintégrer leur cellule après la promenade. On a senti que des tensions montaient, les détenus commençant à chercher à échapper au contrôle des personnels de l'établissement, notamment en essayant de passer par-dessus les murs d'enceinte de la cour de promenade. On commence à voir des détenus qui passent de cour en cour, qui arrachent le concertina, qui forcent un grillage en fond de promenade, qui arrive à passer en zone neutre. Le concertina, c'est ce barbelé extrêmement coupant, placé au-dessus des murs, pour dissuader les détenus de les franchir. Donc là, on commence à se poser des questions, parce que malgré notre présence, ça ne les dissuade pas de commettre des délits, puisqu'ils arrachent du concertina, ils le détruisent, ils passent de mur en mur. Ils étaient dans 4 alvéoles, et ils cherchaient à se rejoindre les uns les autres pour faire du nombre en fait, et donc on était dans une atmosphère d'émeute, clairement quoi. Rapidement, on sent que les choses sont en train de déraper et qu'il faut y mettre un terme. Les unités des Héris de Paris, Lille et Rennes sont mobilisées. Les forces de police sont chargées de sécuriser la dernière zone avant le mur d'enceinte de la prison. Le commandant Patrice peut désormais se concentrer sur l'intervention. C'est le terrain qui nous dicte notre intervention un petit peu, puisqu'il n'y a qu'une porte. On va rentrer par cette porte et les détenus vont sortir par cette porte. L'idée, c'est d'en intégrer le maximum au départ, en cellule, entre guillemets, gentiment. C'est-à-dire 5 par 5, qui regagnent la cellule. Voilà. Ça ne va pas tout à fait se passer comme ça. Face aux 70 Héris,
200 détenus bloquent l'entrée de la cour. Ils vont nous accueillir avant même qu'on ouvre la porte avec des jets d'éléments divers, mais de manière très intense, avec des vagues qui reviennent, qui jettent différents objets. Voilà. Donc on va rapidement être dans l'obligation d'appliquer des tirs de dissuasion, donc orientés vers le sol, pour faire reculer la population pénale, pour nous permettre simplement d'ouvrir la porte. 18h30, le commandant Patrice et ses hommes décident d'entrer dans la dernière cour où les détenus se sont rassemblés. C'était la première fois qu'on avait autant de détenus qui procèdent de manière coordonnée avec des leaders et les autres qui les suivent et qui vont vers les boucliers. Pour les Héris, la situation est critique. Le risque d'embrasement est maximum. Les Héris réussissent à contenir les détenus dans l'angle de la cour, mais cela ne semble pas suffire. Là, on a eu, dans la progression sur la cour, on a eu de mémoire 4 ou 5 charges de détenus qui voulaient vraiment percuter les boucliers, essayer de traverser le barrage d'arrêt fixe pour essayer de prendre la détention à revers. C'était pas facile, parce qu'on est confronté à une volonté en face d'en découdre, mais les agents, à contrario, ont répondu avec un très grand professionnalisme. Après 45 minutes de confrontation, les 200 détenus sont finalement encerclés par les agents. Et en définitive, malgré la violence des faits tout au long de la journée, notamment des dégradations, les détenus viennent d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils se rendent. Donc il y a une forme de reddition, c'est-à-dire qu'ils se présentent à des binômes d'agents qui ensuite les réintègrent en cellule. Et tout ça se fait dans un calme relatif. Les premiers fauteurs de troubles sont conduits vers une zone sécurisée. Le reste des émeutiers, les plus rebelles, sont repoussés vers la sortie de la cour au moyen de grenades de désencerclement. C'est quelque chose de marquant parce que c'est l'émeute la plus importante qu'on ait eu à gérer dans un établissement pénitentiaire et qui a mobilisé énormément de force. Et on ressent de la fierté tout simplement parce qu'on est une jeune unité, on parlait de 2003, on est en 2011, et fier de réaliser une mission en appliquant ce qu'on a appris. Et ce qu'on a inventé aussi, parce que le maintien de l'ordre en prison, c'est un peu une spécialité Héris, c'est même une spécialité Héris, ça n'existait pas avant. L'intervention se termine vers minuit. Elle aura duré 7 heures. 23 meneurs sont identifiés et transférés vers d'autres établissements pénitentiaires. Grâce au savoir-faire des Héris, l'opération n'a fait aucun blessé. Dans certaines situations, les Héris utilisent l'armement du maintien de l'ordre. En revanche, dans le cadre de missions beaucoup plus dangereuses, ils disposent d'armes létales. Un arsenal de pointe qui nécessite un entraînement à balles réelles et à l'abri des regards. Casque pour tout le monde. Au niveau de votre position de tir, on est dans la précision, prenez votre temps les gars. Donc soit vous décidez, dans la prolongation du bras, d'effectuer un tir sur le côté, soit vous mettez de face, comme si vous étiez derrière un bouclier. D'accord? Appliquez-vous sérieusement. Lorsqu'on est en milieu opérationnel, on ne peut pas savoir à l'avance dans quelle position on va être à même de pouvoir tirer. Donc on peut être capable de tirer dans toutes les positions. Numéro 1, numéro 2, le 1 il est là. Quand il engage, j'essaye de venir avec lui pour venir taper. On essaie de travailler pendant des fois 4 jours de suite, différents scénarios et qui leur permet de trouver des techniques ou des idées. Parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur quand c'est à balles réelles. C'est les copains sont devant, les copains sont derrière, les gens sont autour et ça nous force à être au maximum de nos capacités. 2 cartouches à genoux, 2 cartouches.
Après un entraînement intense sur le thème de la prise d'otage, les Hérisses se prêtent à un nouveau jeu de rôle. Ils escortent un détenu à haut risque lors d'une reconstitution de crime qui se déroule en pleine rue. Les agents doivent être vigilants et anticiper tout danger. Le prisonnier est exfiltré. Pour couvrir leur retraite, les hommes de tête ripostent aux tirs ennemis. Dans le cadre de la légitime défense, les Hérisses sont autorisés à ouvrir le feu sur la voie publique. Cette spécificité est liée au profil des individus qu'ils escortent. C'est le cas des terroristes. En raison de la multiplication des procès, les Hérisses sont sollicités pour le transfèrement de ces détenus entre établissements pénitentiaires. 7 h du matin, Hervé, chef d'opération Hérisses, réunit ses hommes pour une nouvelle mission sur ordre du ministère de la Justice. Donc la mission de ce matin, on transfère la cible de la maison d'arrêt des femmes de Fresnes vers l'île Sequedin. Elle vient de prendre 30 ans, elle est jeune, 22 ans, elle est en mesure d'isolement depuis son incarcération. On fait attention à une tentative d'agression spontanée et je veux vraiment insister sur ça. Donc itinéraire A, on reste sur celui-là. Pour l'instant, on garde en sécurité l'itinéraire B. Je vous laisse entre vous, vous briefer une dernière fois avant de partir sur la prise en charge. La détenue n'est pas une inconnue. Souvenez-vous, Paris, septembre 2016. 3 femmes radicalisées tentent de commettre un attentat près du parvis de Notre-Dame à l'aide de bonbonnes de gaz. Toujours considérée comme dangereuse, l'une d'entre elles change aujourd'hui de lieu de détention. Ok, c'est bon pour nous. Dès le départ du convoi, Hervé et ses hommes sont aux aguets. Pour des raisons tactiques, le nombre d'agents de l'opération est tenu secret. Tous doivent rester attentifs durant les 250 km qui séparent Paris de Lille. Les 2 plus gros moments sensibles, c'est au départ d'établissement à l'arrivée d'établissement. C'est pour ça que du départ du transfert jusqu'à l'arrivée sur l'établissement, il faut une concentration de tout instant. Dans les véhicules, des tireurs de précision munis de fusils d'assaut. On les appelle les HK, du nom de leurs armes. C'est-à-dire que là, j'ai une vue vraiment d'ensemble. Et à l'arrêt, on est vachement vulnérable. Et du coup, là, je peux anticiper sur un éventuel danger qui arrive de derrière. Autre difficulté pour le groupe, se frayer un chemin à travers le trafic. Le déplacement, en quinconce et à vive allure, est placé sous le contrôle du chef de bord. Le chef de bord définit la route, c'est lui qui a même à pouvoir changer de destination, comme on a pu le faire là sur la fin du transfert, où on a préféré sortir avant la fin de l'autoroute de façon à créer un effet de surprise. Et c'est lui qui annonce au niveau aussi de l'arrivée d'un péage, donc un rôle très important du chef de bord. La concentration impose un silence pesant durant ces trajets qui peuvent durer jusqu'à 9 heures. Le convoi atteint enfin la prison, où la jeune femme purgera sa peine. Donc le transfèrement d'aujourd'hui s'est très bien passé. On n'a pas eu d'encombre, mais c'est pas pour autant qu'il ne faut pas rester vigilant et concentré pour les prochaines missions. Depuis leur création en 2003, les Hérisses ont su mener à bien de nombreuses missions délicates. Je crois que les Hérisses ont rempli leur mission et continuent à le faire dans la mesure où maintenant les interventions de forces de l'ordre extérieures à la pénitentiaire sont rarissimes. L'unité a su gagner une forme de respect et convaincre de son utilité. Le preneur d'otage et l'otage. Je pense que les Hérisses, avec le recul de 15 ans, sont devenus une force d'intervention incontournable.
Elles ont montré leur savoir-faire, leur professionnalisme. Ce sont incontestablement des agents d'élite, il ne faut pas avoir peur du terme. La culture du milieu carcéral, on la connaît parfaitement, on la maîtrise. C'est ce qui fait qu'on est, en tant qu'unité d'intervention, les mieux placés pour gérer une crise pénitentiaire. Pour le travail accompli au quotidien dans les prisons françaises, les Héris ont été honorés et mis en lumière auprès du grand public. Le 14 juillet 2017, les hommes en noir défilent sur les Champs-Élysées pour la première fois de leur histoire. Un honneur qui a profondément marqué ces serviteurs de la justice. C'est une fierté, une reconnaissance de l'État, c'est évident, et de la nation. Être sur les Champs-Élysées quand on est un agent pénitentiaire, c'est montrer à tous les citoyens français qu'on existe. Montrer des hommes en noir sur les champs, c'est quand même beaucoup de chemin parcouru depuis 2003. Après des années d'activité, et à l'image du GIGN et du RAID, les Héris sont unanimement respectés et considérés. Leur technique, leur approche humaine du milieu pénitentiaire sont cités en exemple. Donc merci encore à vous tous. Voilà, ça montre quand même qu'on est là, que vous êtes là et qu'ils ne font pas toujours ce qu'ils veulent. Les Héris ont acquis des connaissances uniques. Aujourd'hui, ils les partagent avec le personnel des différents établissements pénitentiaires, en France, mais aussi à l'étranger, où ils échangent et forment les surveillants de prison. Bon les gars, Héris, êtes-vous prêts? Reculez! Reculez! C'est bien, mon gamin. On n'entre pas ici avec le pain au chocolat ou la chocolatine. Grand Document touche à sa fin. Merci de votre fidélité. Nous nous retrouvons très prochainement sur RMC Story.